Il y a quelque chose de presque magique dans les anciens systèmes audio. Je ne sais pas si c'est l'odeur du bois vieilli, l'éclat du métal, ou cette sensation de toucher un objet qui a vécu 1000 histoires. Mais pour énormément de gens, les enceintes d'autrefois ont un charme difficile à décrire. Et ça se voit. Des modèles qu'on trouvait il y a quelques années, à prix cassé sur n'importe quel vide-grenier, se vendent aujourd'hui à des montants surprenants. De grosses caisses, lourdes, avec des grilles colorées et des logos qui semblent tout droit sortis d'un catalogue des années 70. Et là, ça devient intéressant, parce que pendant que beaucoup les traitent comme de véritables trésors, certains passionnés regardent certains de ces modèles et disent « c'est de la pure nostalgie, beaucoup de souvenirs et peu de qualité ». Alors aujourd'hui, on va plonger à fond dans un sujet qui fait toujours polémique. Un tour d'horizon de 7 enceintes vintage très recherchées qui rendent fou pas mal d'audiophiles. On commence avec un modèle devenu un vrai symbole dans le monde de l'audio vintage. Les Pioneer HPM Cent, des enceintes classiques et légendaires. Ce modèle est connu pour sa construction solide et sa présence imposante. C'est une enceinte à 4 voix, lourde et robuste, pensée pour donner une impression de durabilité dès le premier coup d'œil. Et derrière cette apparence, il y a une histoire intéressante. Pioneer voulait frapper fort sur le marché et développer une enceinte capable d'offrir un son puissant, stable, sans faiblir, même à volume élevé. C'est dans ce contexte qu'était née la HPM Cent, conçue pour rivaliser directement avec les JBL Cent, un modèle avec lequel elle partage de nombreuses similitudes. Et ce n'est pas un hasard, les deux ont été conçus par le même ingénieur, Bart Locanti. La HPM Cent propose des graves très percutants, des aigus très mis en avant et des médiums plus discrets, ce qui divise beaucoup. Elle ne cherche pas à être neutre, ni strictement fidèle à l'enregistrement. Son objectif, c'est de transmettre de l'énergie, de l'impact et une impression d'ampleur que beaucoup d'auditeurs adorent. Ce caractère fonctionne particulièrement bien avec des styles de musique puissants, pleins de force, et aussi dans des ambiances animées ou de fêtes, où sa frappe et son volume sont utilisés au maximum. En revanche, pour des voix délicates, des enregistrements intimistes ou de longues écoutes centrées sur la naturalité, certains la trouvent un peu trop intense, voire fatigante. Malgré tout, la HPM Cent est l'exemple parfait d'une enceinte avec de la personnalité. Et quand tu l'associes à la bonne musique, si tu cherches un son vivant et dynamique, on comprend parfaitement pourquoi, même si elle en rebute certains, elle en passionne d'autres. La série SDA de Polk Audio a été l'une des propositions les plus ambitieuses et innovantes de la marque. Lancée au milieu des années 80, elle introduisait une technologie tridimensionnelle pensée pour élargir la sensation d'espace dans la reproduction sonore. Son objectif était de combattre la diaphonie interaurale. En gros, ce phénomène où, avec un système stéréo classique, chaque oreille reçoit non seulement le signal de l'enceinte correspondante, mais aussi une partie de celui de l'autre enceinte, ce qui floute la séparation réelle entre les canaux. Pour y remédier, les SDA intégraient un câble spécifique reliant une enceinte à l'autre. Ce câble permettait d'annuler cette diaphonie et de projeter une scène stéréo immense, comme en suspension, donnant l'impression que la musique sortait des enceintes, s'ouvrait beaucoup plus et occupait un espace plus large dans la pièce. À partir de là, les avis divergent. Il y a ceux qui les écoutent correctement positionnés, dans une salle adaptée et depuis le point d'écoute idéal, et qui sont bluffés. Ils décrivent une scène sonore, énorme, différente de celle de n'importe quelle enceinte conventionnelle, avec une sensation enveloppante qui surprend dès les premières secondes. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui n'accrochent pas. Elles soulignent que cet effet dépend énormément de la position de l'auditeur et du placement des enceintes. Il suffit que l'auditeur bouge un peu, tourne la tête, ou s'assoie hors du centre, en dehors de l'angle parfait en face des enceintes, pour que cette ampleur disparaisse et que le son redevienne plus normal. Pour beaucoup de passionnés, cette sensibilité rend le système trop exigeant. Bose 901. Peu d'enceintes ont généré autant d'attention, autant de ventes et autant de débats que ce modèle. C'est l'un de ces designs qui ne ressemble à rien de ce qui existait avant, ni à presque rien de ce qui est venu après.
Bose a choisi une approche clairement hors des sentiers battus. La 901 utilise 9 haut-parleurs. 8 sont orientés vers le mur arrière pour que le son rebondisse et se diffuse dans la pièce, tandis qu'un seul pointe directement vers l'auditeur. L'intention était claire, créer un champ sonore large, enveloppant, avec une sensation d'espace bien supérieure à celle d'un système traditionnel. À cela s'ajoute un élément essentiel qu'on oublie souvent. La 901 est conçue pour fonctionner avec un égaliseur spécifique. Ce module n'est pas un accessoire optionnel, il fait partie du système. Son rôle est de compenser la réponse des haut-parleurs et de modeler le son pour que l'ensemble fonctionne comme il a été pensé. Sans lui, l'enceinte perd pratiquement toute cohérence. Et c'est là que les problèmes commencent. La Bose 971 est extrêmement sensible à la pièce, à la distance par rapport au mur et au placement. Ce n'est pas une enceinte que tu poses n'importe où. Elle a besoin d'espace, d'un mur adapté derrière elle et d'un égaliseur qui fonctionne correctement. Si l'un de ces éléments manque, le résultat peut être un son diffus, peu défini et une scène qui s'effondre dès que tu t'éloignes du point idéal. À cela s'ajoute un autre phénomène très courant. Des utilisateurs qui choisissent d'ignorer les recommandations du fabricant. Certains les utilisent sans égaliseur, d'autres les orientent mal, d'autres encore les placent à des endroits qui annulent complètement l'effet recherché par Bose. Et quand ça arrive, le résultat est souvent décevant, ce qui alimente encore davantage la polémique autour du modèle. Mais quand tout est en place, la 901 révèle sa véritable intention. Ce n'est pas un son strictement neutre, et elle ne cherche pas à l'être. C'est une interprétation spatiale, pensée pour remplir la pièce et envelopper l'auditeur. C'est pour ça que la Bose 901 est à la fois si adorée et si critiquée. Elle ne cherche pas à se comporter comme une enceinte traditionnelle. Elle propose une autre façon d'écouter de la musique, avec ses avantages et ses limites. Et précisément grâce à cette personnalité très marquée, elle reste l'un des designs les plus singuliers et les plus débattus de l'histoire de la hi-fi. Les JBL L-Cent sont des enceintes emblématiques, et rien que de les mentionner, on voit revenir toute une époque. Ce modèle est une pièce maîtresse de l'histoire de l'audio domestique. Son esthétique, avec ses grilles colorées si reconnaissables, en a fait une icône culturelle. Pour beaucoup, la L-Cent incarne l'esprit de la hi-fi des années 70, de la musique, du style et une présence visuelle qui faisait la différence dans n'importe quel salon. Et quelle est la critique la plus fréquente, très proche de celle adressée au Pioneer HPM Cent, puisque la JBL L-Cent ne cherche pas à offrir un son totalement équilibré. C'est une enceinte qui se distingue par des graves très solides et des aigus particulièrement brillants, tandis que les médiums passent au second plan. Cette approche peut donner un son un peu agressif, avec un caractère exagéré et peu naturel. C'est pour ça que certains passionnés n'en sont pas convaincus, la voyant davantage orientée vers l'impact sonore que vers la précision. Malgré tout, d'autres l'apprécient justement pour cette énergie si particulière et pour sa grande robustesse. S'il y a une marque associée immédiatement à des graves puissants, c'est bien Cerwin-Vega. Leurs enceintes ont une frappe énorme, un son capable de faire vibrer la pièce et de transformer n'importe quel après-midi en mini-discothèque à la maison. Ce qui caractérise Cerwin-Vega, c'est aussi une base de fans extrêmement fidèles. Certains adorent ce son très puissant, pensé pour se faire plaisir. Pour les amateurs de musique électronique, de rock bien musclé ou de hip-hop, leur impact et leur côté festif font partie du charme et transforment chaque écoute en expérience vibrante. Mais à cause de ces mêmes caractéristiques, ce sont aussi des enceintes qui provoquent beaucoup de rejets. Pour de nombreux audiophiles, la signature sonore de Cerwin-Vega va à l'opposé de ce qu'ils recherchent. Ils ne veulent pas que l'enceinte fasse la fête à leur place. Ils préfèrent quelque chose de plat, d'équilibré et de naturel. Pour eux, les graves de Cerwin-Vega peuvent être excessifs et l'ensemble ressemble davantage à une expérience festive qu'à une reproduction fidèle. Les Infinity de la série SM, Studio Monitor, étaient d'énormes enceintes des années 90, des modèles très visibles avec de très grands woofers et un design qui attirait l'œil de loin.
Ces enceintes étaient conçues pour impressionner dès les premières secondes. Leur taille imposait déjà le respect, mais elles avaient en plus une caractéristique très marquante. Elles avaient besoin de très peu de puissance pour sonner fort. Même avec des amplis modestes, à peine 10 ou 15 watts, elles pouvaient remplir une pièce sans effort. Infinity les présentait comme des enceintes capables d'offrir un son puissant et de qualité sans devoir investir dans un équipement coûteux. Ce qui les rend si controversés et si critiqués, c'est, encore une fois, que certains passionnés estiment que leur son privilégie la force au détriment de l'équilibre. Les graves ont une capacité énorme à atteindre des niveaux très élevés de pression sonore, tandis que les médiums, là où se trouvent les voix et beaucoup d'instruments, paraissent plus faibles que prévu. À cela s'ajoute le fait que les aigus peuvent être assez agressifs, ce qui rend une écoute prolongée trop intense pour certaines personnes. Et il faut ajouter un facteur émotionnel qui a marqué beaucoup de fans de la marque. Infinity a sorti des modèles très appréciés dans les années 70 et 80, construisant une réputation sur des conceptions soignées et un son détaillé. Alors quand la série SM est arrivée dans les années 90, certains ont eu l'impression que la marque changeait de cap. Pour quelques-uns, c'était même une petite trahison. Ils ont perçu cette nouvelle gamme comme une ligne pensée surtout pour être puissante et économique, en sacrifiant une partie de la qualité qui avait défini Infinity pendant des années afin de toucher davantage d'acheteurs. Un changement qui a divisé son public. On arrive à une série qui, pour beaucoup de passionnés, est presque un symbole de l'audio vintage, Klipsch Heritage. Ces modèles utilisent une conception pensée pour projeter le son très facilement, ce qui leur permet d'atteindre des volumes très élevés, même avec des amplificateurs de très faible puissance. Grâce à cette efficacité et à leur caractère puissant, elles s'entendent particulièrement bien avec les amplis à lampe, qui offrent souvent moins de watts, mais apportent une manière de reproduire la musique que beaucoup trouvent agréable. Et là, on touche au point clé. Ce type de son ne laisse personne indifférent. Il y a ceux qui adorent parce qu'ils le ressentent comme un son très direct, plein d'énergie, avec une immédiateté qui rend la musique plus vivante. Et puis il y a ceux qui trouvent cette capacité extrême à monter en volume trop intense, voire épuisante, au point de les décrire comme criardes ou désagréables. Ce qui est amusant, c'est que les grands fans de Klipsch assument souvent cette personnalité sans complexe. Beaucoup reconnaissent que ce n'est pas un son pour tout le monde, mais c'est justement pour ça qu'ils l'apprécient. Parce que ça offre une expérience différente, avec un vrai caractère. Cela dit, avec la série Héritage, tout compte. La pièce, le placement et l'amplificateur influencent énormément le résultat final. Quand tout s'aligne, elles peuvent offrir une expérience très agréable. Mais si l'un de ces éléments ne suit pas, le son peut devenir agressif. Et c'est exactement la raison pour laquelle elles divisent autant. Enfin, en bonus, il faut faire une mention spéciale des enceintes Kabuki. Il ne s'agit pas d'un modèle précis, mais d'un phénomène qui a marqué toute une époque. Kabuki est le surnom donné à une série d'enceintes japonaises des années 70 qui misaient sur un design très tape à l'œil. De multiples haut-parleurs sur la face avant, des grilles décoratives et une esthétique pensée pour capter l'attention dès le premier instant. Des marques comme Sansui, Pioneer ou Kenwood ont sorti des modèles dans ce style. L'idée était simple, offrir un aspect imposant, qui donnait une impression de puissance avant même d'avoir appuyé sur lecture. Pour ceux qui voulaient un système capable de remplir le salon avec une musique animée, ou quelque chose qui impressionne au premier regard, cette approche fonctionnait bien. Le problème, c'est que ce goût pour le spectaculaire ne se traduisait pas toujours par un bon résultat sonore. Beaucoup de ces designs intégraient un nombre excessif de haut-parleurs, de 5 à 8, dans une seule caisse, et même des woofers de grande taille, 15 ou 16 pouces, qui ne s'accordaient pas vraiment avec les dimensions de l'enceinte. En répartissant le son entre autant d'éléments, il était facile de perdre en définition. Parfois, on avait l'impression que plusieurs haut-parleurs essayaient de reproduire la même chose en même temps, ce qui donnait un son brouillon, peu clair, avec des difficultés à distinguer les voix ou les instruments. Et c'est pour ça qu'il est totalement compréhensible que beaucoup de passionnés les critiquent. Il existe des modèles magnifiques en tant qu'objets décoratifs, qui fonctionnent très bien comme pièces de collection et qui représentent parfaitement l'esthétique de leur époque,
mais qui, au moment de s'asseoir pour écouter calmement, n'offre pas la clarté ni la précision que certains recherchent. Et voilà pour la liste. Dis-nous en commentaire lesquels te convainquent le plus et lesquels tu n'achèterais pas. Si tu ne cherches pas des mesures parfaites et que tu es prêt à passer outre certains détails que beaucoup d'audiophiles n'aiment pas, il est probable que plusieurs de ces modèles puissent te séduire. En revanche, si tu veux une réponse linéaire et équilibrée, il est possible que ce ne soit pas la meilleure option. Mais c'est justement ça, la beauté de ce hobby. Chacun a ses goûts, sa façon de profiter de la musique, et personne ne détient la vérité absolue. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Abonne-toi à la chaîne et laisse ton like si ça t'a plu. À la prochaine!